problème avec cet argent qui afflue massivement de Google jusqu'à le citoyen lambda. Ce qui se passe dans cette équipe, moi je ne suis pas dans cette équipe, mais c'est très compliqué. Évidemment, il y a l'attentat, la mort de tous ses amis, de ces qui, on ne peut pas se mettre à leur place. C'est une déflagration, c'est comment vivre après avec ça. Mais il y a le problème il faut continuer. Et moi, je sais gré à des types comme Riss ou d'autres, parce qu'il fallait que le journal continue. Il fallait, pour des raisons à la fois symboliques, politiques, et parce que l'arrêter, c'était donner raison aux tarés qui sont rentrés avec leur Kalachnikov. Mais donc, j'ai pas de problème de fond, et j'ai pas de problème d'ailleurs avec le journal. On n'est pas obligé de lire un journal, quoi. Simplement, je sais que dans l'équipe, en fait, il y a deux courants, enfin, il y a deux blocs qui s'opposent. Il y a la direction, qui est représentée par un ancien comptable qui a 30% des parts aujourd'hui, qui s'appelle Éric Porteau, et par Laurent Sourisseau, dont le nom est Riss, qui est le patron de ce journal, qui a 70% des parts, puisqu'il a repris les parts de Charb. Et en fait, vous avez une rédaction qui perd de plus en plus d'éléments, puisque Patrick Pelou est parti, Luz est parti. Ils essaient de virer par tous les moyens une fille qui s'appelle Zineb. Voilà. Et vous avez une équipe qui baisse les bras, parce que la direction est complètement sourde, malgré la communication qui est faite aux demandes et aux requêtes de cette équipe. En fait, cette équipe, ils sont une quinzaine, peut-être une douzaine aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est créer une société des rédacteurs et avoir droit à faire le journal qu'ils ont envie de faire, quoi, qu'il y a un partage du pouvoir dans ce journal. Et vous avez une direction qui est représentée par l'avocat Richard Malka, qui est toujours en coulisses, et par Riss et compagnie, qui, eux, restent arc-boutés dans leur précaré, qui est « on était les actionnaires, on a le pouvoir, et on veut faire le journal qu'on veut ». Quoi. Et donc, il y a plus de communication entre eux. Vous en avez quelques-uns qui soutiennent la direction, et d'autres qui veulent... Comment se positionne le ministère de la Culture par rapport à ça ? Le ministère de la Culture a joué les pompiers. C'est grâce à eux que le journal n'a pas explosé, quoi. Parce que tout le monde... Il y avait une vraie bagarre à l'intérieur de ce journal. Et ce que je trouve assez troublant, c'est que cette histoire de société des rédacteurs, c'était exactement le même problème qu'avait l'équipe des anciens en 92 quand ils recréent Charlie Hebdo. Ils veulent créer une société des rédacteurs. Et Philippe Val, Marie Cabrette, qui est la fille qu'on retrouve aujourd'hui là-bas, leur laisse croire, leur laisse entendre que ça va être possible. Et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a un avocat que j'ai retrouvé, qui s'appelle Bernard Dartevel, qui lui est sorti des radars, que personne... et qui avait comme stagiaire Richard Malka, quoi. Et Dartevel est un militant, un partisan de cette société des rédacteurs. En gros, pour qu'un journal soit libre et que les journalistes s'y sentent bien, dans des journaux, on va dire, normaux, entre guillemets, une société des rédacteurs doit avoir une part au capital. Peut-être pas la majorité, mais une part au capital. Et Charlie Hebdo a fait croire pendant 2-3 années qu'ils voulaient faire ça. Et en fait, ils ont réussi à écarter cette société des rédacteurs, à capter le titre de Akavana. La captation s'est faite avec des moyens que je décris dans le livre qui sont pas très... qui sont moralement... pas bien, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Cavana était le fondateur, le créateur, le génie qui a monté tout ça, et il va se retrouver dans un journal où il n'est plus rien. Il est plus actionnaire, il est pigiste, quoi. Et en face, vous avez Philippe Val qui se prend des gros salaires. C'est quoi le gros salaire ? À la fin, il gagnait 13 900 euros. Et Cavana, il gagnait combien ? Cavana, il était pigiste à 1 800 euros. Mais il avait... Parce que quand même, c'était tellement énorme... Moi, dans votre bouquin, il y a quelque chose qui m'a blessé. C'est l'attitude du journal face à Cavana et au fax. Vous savez, nous, on est une chaîne de hackers. Et je me suis projeté dans ce vieux bureau que vous décrivez très bien, avec cette chaise en paille, avec Cavana qui écrivait encore à la main, qui ne maîtrisait pas et qui préférait écrire avec sa plume. Et il envoyait ses chroniques par fax. Et le fax, en 2010, est tombé en panne. Et on ne lui a pas changé son fax.
Ouais, c'est le signe que il était, contrairement, parce qu'on se servait de lui comme une vitrine et une potiche, quoi. Et donc, quand le fax est en panne, on le remplace pas. Donc, il doit se débrouiller pour continuer à écrire ses chroniques. Et lui, continue à les écrire parce qu'il est graphomane, quoi. Il écrit tous les jours, mais c'est aussi son gagne-pain, quoi. Parce que à cause de la gestion de Choron, il a pas de retraite, et donc les 1800 balles qu'il touche, 2000 balles l'aident. Et en plus, c'est ce que lui a octroyé, ce que lui ont octroyé Philippe Val et l'avocat Malka, 0,4% sur les ventes du journal, qui représente, bon an, mal an, entre 10 et 20 000, 25 000 euros, les années où le journal vend bien, qui complètent ça. Il a aussi des droits d'auteur, mais les droits d'auteur, enfin voilà, il a un train de vie, il a des enfants, etc. C'est pas quelqu'un qui est dans la pauvreté, mais quand on fait le ratio et le rapport entre des types qui se rincent, parce qu'il y a le problème de l'argent est quand même important dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il touche de Philippe Val, je fais le descriptif dans mon bouquin, il va toucher plus de 2 millions d'euros entre les loyers, la SCI qui crée, et c'est Charlie Hebdo qui paye les loyers, et puis l'argent gagné avec les numéros sur les caricatures, etc. Ils se partagent quand même beaucoup d'argent. Et à côté, vous avez des types comme Cavana qui ont que dalle, quoi. Et qui se font même voler. Il se fait même prendre le titre d'Harakiri. Alors, il y a tout un procès, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. Comment le livre a été perçu par Charlie, par l'équipe de Charlie en général? Alors moi, j'ai des très bons retours de 3 personnes qui m'ont écrit de l'intérieur du journal, mais il n'y a rien d'officiel parce que c'est un bouquin qui les gêne. La difficulté du livre, c'est un livre, il arrive 9 mois ou 10 mois après les attentats, je pense que avant c'était pas possible parce que c'était pas audible, parce qu'il y a un côté sacrilège de s'attaquer à Charlie Hebdo. Mais moi je m'attaque pas à Charlie Hebdo. Je m'attaque sans doute aux usurpateurs qui en ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que Charlie aurait pu s'attaquer à Charlie? Non, parce que il y a d'abord l'actuelle direction. C'est toujours la même équipe qui était autour de Philippe Val. Et on voit bien que Philippe Val essaie de revenir dans ce journal-là et qu'il n'arrête pas de dire dans les déclarations qu'il fait que Riss est son successeur. Et Riss ne dit jamais un mot contre Philippe Val. Et ça fait partie de mon incompréhension parce que dans mon enquête, j'ai évidemment essayé de prendre contact avec ces gens-là. Je leur ai écrit. Ils ont refusé de me parler. Et ça m'a déçu de la part de Riss parce que je vois pas... J'avais aucun a priori à son égard, quoi. Et j'avais des vraies questions à lui poser. Par exemple, comment se fait-il quand il reprend Charlie Hebdo avec Charb, Cabu et Val lui laissent. Le journal était assez florissant grâce aux caricatures et tout. C'est un journal qui a toujours été hyper bénéficiaire. Les journalistes ont été très bien payés. Et puis là, quand Val lui vend, il y a un trou de presque 500 000 euros de déficit. Ouais, parce qu'entre-temps, ils ont pris les dividendes, ils ont vendu l'appartement et ils se retrouvent avec un journal où il y a pas d'argent, quoi. Et la gestion était quand même un peu pas... Alors, il n'y a pas d'illégalité, mais on est toujours à la limite, quoi. Et comment ça s'est fait, et ensuite tous les procès qu'ils ont fait à Cavana dont personne n'a jamais entendu parler. Je pense à Riss, j'avais toutes ces questions-là à lui poser. Et Riss m'a envoyé un mail en disant qu'il mettait en doute mon intégrité et il a refusé de me répondre. J'ai publié une partie de sa lettre dans mon livre. Et si vous voulez, l'autre réaction qui est quand même assez troublante, c'est celle de Philippe Val et de Richard Malka, qui ont refusé de me voir et qui m'ont envoyé des courriers d'avocats. C'est-à-dire que l'avocat Malka a pris une avocate pour me répondre, des lettres dont je publie des extraits aussi, des très longues lettres, où il ne répond pas à mes questions, mais il prend un ton un peu ironique comme ça pour tout ça, mais bon, à la limite, c'est de bonne guerre. Mais ce que j'ai pas trouvé du tout de bonne guerre, c'est le courrier que avec mon éditeur Bernard Barrault, on est très complices depuis 30 ans. Donc Bernard est très important pour moi. Enfin, c'est plus qu'un éditeur, c'est un ami. Donc on peut pas nous séparer, lui et moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le livre chez Julliard, parce que je savais que ça poserait des problèmes. Mais Julliard appartient à une maison mère qui s'appelle Editis, qui possède une trentaine de maisons d'édition. Et donc, une dizaine de jours après le courrier recommandé que j'ai envoyé à Philippe Val, la maison d'édition, le service juridique d'Editis, a reçu une lettre de Georges Kijman qui écrivait au nom de Richard Malka et de Philippe Val,
en disant, dans la lettre disait en substance, vous avez un auteur qui s'appelle Denis Robert qui est en train de commettre un livre profondément diffamatoire. On vous prévient. En gros, il ne demande pas l'interdiction du livre, mais il laisse entendre qu'ils ont intérêt à faire gaffe parce qu'ils vont déposer des plaintes, etc. Le même type de procédure Bayon que vous avez subi sur Clearstream. Et ouais, c'était un curieux remake. Mais si vous voulez, je trouvais pas ça très intelligent parce que contrairement à ce qu'ils ont imaginé, à l'intérieur du groupe de Julliard, ça s'est su qu'il y avait cette lettre et les gens étaient scandalisés. Donc il y a eu autour du livre une sorte de mouvement de protection, quoi. Et donc, alors après, le problème c'est que le livre a été lu, relu par des avocats. Ça m'a pas gêné puisque moi, j'ai pas envie d'être diffamatoire. J'ai assez donné dans la question. Donc ça m'a permis d'être encore plus rigoureux que je l'avais déjà été. Vous avez jamais été diffamatoire Non, ça l'a jamais. Il y a eu des pressions qui ont été faites sur un de mes témoins, qui est l'avocat d'Artevel, qui me parlait. Le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a fait pression sur lui. Donc ça a été très compliqué, mais ça, c'est pas à moi à en parler, c'est plus à lui. Donc le livre, ça a été assez dur. Et la veille ou l'avant-veille de sa sortie, j'avais fait état de cette lettre de Kijman dans l'épilogue du livre. Et on m'a demandé de l'enlever. Alors j'aurais pu me braquer et dire non, monter sur mes grands chevaux. Il y a quelques années, j'aurais peut-être fait ça, quoi. Parce qu'on avait essayé de censurer un de mes premiers livres qui était pendant les affaires continuent, et j'étais allé chez un autre éditeur. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le bouquin sorte et que ma parole reste libre. Et ça n'est pas un service juridique d'une multinationale qui va me faire peur, quoi. Parce que il y a des liens entre service juridique et l'avocat en question. Enfin bon, et tout ça, si on rentre dans ce processus-là, on s'en sort plus, quoi. C'est là où on s'auto-censure et tout. À un moment donné, il faut être un peu intelligent. Donc le livre est sorti, mais il est sorti avec toutes ces difficultés-là, quoi. Et c'est assez épuisant d'avoir cette pression-là en permanence. J'ai l'habitude, mais je pense que si ça avait été un autre que moi, et s'il n'y avait pas eu cette relation avec Bernard Barrault, ce bouquin serait jamais sorti chez et donc jamais personne n'aurait su. Et non, et ce que je raconte aurait été inaudible. Et en tout cas, c'était très important pour moi de faire savoir, de faire connaître une autre histoire de Charlie et de Charlie Hebdo, d'autant que la marque devient, comme je le disais tout à l'heure, planétaire. Donc il était vraiment important que les gens sachent qu'en disant « je suis Charlie », comme tout le monde l'a dit, il y avait vraiment une histoire qui était très différente de celle qu'on raconte. Et être Charlie, ce que je raconte dans le livre, c'est que le « je suis Charlie », moi je le suis à la manière de Godard, parce que Godard suit Charlie du verbe suivre. Et moi je ne serai jamais le Charlie de ces usurpateurs, mais je suis Charlie, et j'aime l'esprit de Charlie Hebdo, même si aujourd'hui je trouve que le journal, mais je peux pas leur en faire grief, mais c'est pas un journal qui est formidablement écrit et dessiné, il y a toujours des choses intéressantes, mais dans le climat dans lequel ils font, c'est difficile, surtout si les meilleurs se barrent, quoi. Donc voilà, mais le livre ne porte pas sur ça, mais alors, et après il y a eu toutes les difficultés de la sortie où je me suis retrouvé face au rouleau compresseur. Ça, je pensais que vu comment dire, la mauvaise image de Philippe Val et tout ce qu'il avait fait comme erreur et comme connerie à France Inter, je pensais que les médias mainstream, on va dire, ne lui dérouleraient pas le tapis rouge comme ils le font, dans une méconnaissance et une amnésie totale de tout ce qu'il a fait, quoi. T'as été t'as été surpris de ça, mais regarde comment sont traités les attentats à l'heure actuelle. Le PAF n'invite que la kyrielle d'experts classique, et t'es encore surpris par ça? Nous, sur Internet, on n'est plus surpris du tout de cette méconnaissance des dossiers. Non, mais c'est pour ça que... Oui, parce que... c'est peut-être ma naïveté, mais moi j'aime les gens, je fais confiance aux gens, etc. Je te donne un exemple qui peut-être... J'étais invité au moment de la sortie de Clearstream et du film de début d'année au Grand Journal par Maïtena Biraben. Elle m'invite avec des trémolos, super accueil, ils font un... Et quand le livre sort... donc on est 8 mois plus tard, quoi. Le Grand Journal me réinvite en me demandant une exclusivité. Enfin, il passe par mon éditeur
Et donc c'était normal. Et si tu veux, à ce moment-là, j'étais invité dans d'autres émissions, le livre devait sortir. Et donc, évidemment, on accepte l'invitation, parce qu'un livre, il faut qu'on en parle, quoi. Et